chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est aussi notre mission d'analyser les discours, d'analyser le sport. On sait bien que d'aucuns ont dit le sport sportif. Nous disons le sport sportif, mais aussi le sport aux spécialistes. Et c'est la mission de Wafrica TV de poser un discours rationnel ou relativement rationnel sur les événements qui se passent socialement. C'est la raison pour laquelle, dans cette émission que nous introduisons dans la grande question, nous allons analyser le 73e congrès de la FIFA qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda, avec nos spécialistes qui sont là. Je vous présente pour la première fois Emmanuel Bankolo. Bonjour Emmanuel. Bonjour, c'est un plaisir d'être sur votre plateau et en plus aussi l'accompagnement que vous avez bien voulu faire de votre plateau par rapport au panel. Et puis il faut dire aussi que se retrouver dans des missions d'intelligence, c'est toujours... vous savez, il y a tellement d'interrogations que les uns et les autres. Et le plus important, c'est toujours qu'on essaye de savoir tel élément du Camerounais que nous sommes, ou encore de l'Africain que nous sommes. À partir de ce moment, j'espère tout simplement qu'à la fin de cet échange, voilà, qui nous regarde, voilà. J'en suis certain. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la belle introduction. Bonjour, Dr Claude. Bonjour, Jacques. Mon cher Jacques. Merci à votre laboratoire qui nous a... Parce qu'il ne faut pas... Je vous donne 2 minutes pour présenter le laboratoire. Merci. Le Centre de recherche sur le sport en Afrique, le CERSA, en abrégé CERSA, aide effectivement dans la recherche sur le sport, droit du sport, économie du sport, avec un ancrage particulier dans les relations internationales sportives et le droit international du sport. Alors, les relations internationales sportives, nous y sommes en plein avec ce 73e congrès de la FIFA dont on va parler tout à l'heure, savoir qu'est-ce que l'Afrique y gagne, et ainsi de suite. Donc, c'est ce type d'interrogation que le CERSA fait en dehors de produire des articles ou des recherches sur le terrain. Il y a aussi le partenariat avec Wafrica TV pour faire des émissions dans le sens d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs sur les questions sportives. Vous vous rappelez que la dernière fois, nous avons fait les 40 ans de participation à la Coupe du Monde du Cameroun. Oui. Et c'est dans cette lancée que ces émissions sont organisées pour effectivement adresser toutes les questions qui ont lieu à l'interrogation autour du sport. Et surtout, chers téléspectateurs, susciter la réflexion. Tout à fait. Se questionner, s'interroger. Monsieur Emmanuel Bankolo, 73e congrès de la FIFA, est-ce qu'on peut l'appeler congrès de la réforme? Pas congrès de la réforme, mais congrès des réformes. C'est-à-dire que des fois, après une telle réunion où avant vous lisez, vous écoutez des choses, après vous écoutez, vous lisez des choses, et vous vous dites qu'il faudrait tout de même que l'on sorte de notre éternel enthousiasme et que l'on soit de plus en plus rationnel, beaucoup plus rationnel. C'est très important. On a une partie de l'Afrique qui s'indigne un peu de quelques résolutions du Congrès, mais je sors de là amusé. C'est vrai que c'est leur liberté de s'indigner, sauf qu'après, moi je sors de là amusé parce que je me dis, est-ce que véritablement on a pris le recul? Est-ce que véritablement on a pris le temps d'aller voir un peu les tenants, les aboutissants, d'aller fouiller les jalons et d'essayer un peu de revoir de manière panoramique un peu ce qui s'est passé du côté de Kigali. Donc moi je dis des fois il faut qu'on ait la force d'être beaucoup plus froid et de prendre beaucoup de recul, d'avoir beaucoup de pertinence dans l'analyse que nous voulons faire. Vous savez, le problème que nous avons sur le continent et au Cameroun en particulier, c'est un peu le fait, comme on le dit souvent trivialement, mais pourtant c'est très profond, le fait de confondre vitesse et précipitation. Emmanuel Bankolo, est-ce que vous pensez que la FIFA est plus rapide que la CAF? Est-ce que la CAF court après? Est-ce que la CAF ne gagnerait pas à prendre ses propres initiatives, quitte à être représentée non pas en termes de nombre,
mais en termes d'efficacité dans ce que constitue la FIFA, pour une institution pour laquelle elle représente quand même en termes de nombre quelque chose de solide. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une structure, une entité qui est celle qui définit la politique de la discipline. Il y a une entité à qui appartient la discipline, c'est la FIFA. C'est la FIFA qui donne le cap, qui donne le ton. Maintenant, au niveau confédéral, vous essayez d'adapter cela à votre environnement et vous essayez d'apporter des propositions qui doivent pouvoir être adoubées par le propriétaire de la discipline. Donc vos propositions doivent pouvoir se greffer, se coller aux textes, aux engagements que vous avez pris par rapport à la discipline, aux règlements émis par l'entité propriétaire de la discipline. Donc vous ne pouvez pas penser que vous êtes en no man's land ou encore que vous devenez une entité qui totalement passe à côté et qui peut maintenant imposer sa discipline et sa manière de voir le football. Le football est pensé en amont quelque part. Vous n'êtes qu'en aval. Mais maintenant, par rapport à votre environnement, il ne vous est pas interdit d'apporter des éléments en sus ou encore des propositions qui, intelligentes, seront adoubées par l'entité. Parce que tous les bénéfices à la FIFA, si aujourd'hui l'Afrique permet par une proposition, par un produit, de pouvoir permettre à la FIFA d'avoir un peu plus de licenciés, d'avoir un peu plus de moyens qui lui permettent justement de subvenir ou encore d'apporter l'appui à ces autres confédérations. Mais c'est tout bénéfice pour la FIFA. Donc moi je dis, on reste dans un certain enthousiasme, on reste dans une envie de vouloir tout éclater, mais nous ne rendons pas compte ô combien de ce que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a de la mesure. Si vous prenez, pourquoi on parle des indices? Pourquoi le Cameroun n'a pas 4 clubs qui aillent en Champions League africaine? Pourquoi? Il y a des indicateurs, il y a des indices. Le Cameroun a régressé. Si vous prenez au niveau de l'UEFA, il y a des indices. L'indice UEFA de l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne n'est pas le même que pour la France et même l'Italie qui a régressé aujourd'hui. Je ne veux pas parler du Portugal ou encore de la Belgique. Alors, ce qui se fait en macro, est-ce que vous retrouvez en micro? Donc, il y a des indices. On entend dire, on se plaint du nombre de participations des pays africains, mais on ne réalise pas que lorsqu'on a un pays qui est en compétition, on ramène l'exploit, entre guillemets, du pays à tout le continent. Les autres font de l'exploit ou encore des réalisations d'un pays. Ces réalisations-là ne viennent être qu'un bonus à l'indice de la Confédération. Pourtant, chez nous, vous avez vu avec le Maroc, qu'est-ce qu'on a fait dans les chaumières? C'est de dire que la demi-finale du Maroc est la demi-finale de l'Afrique. Alors, si nous-mêmes, en Afrique, nous pensons que l'histoire d'un pays ou encore le cheminement d'un pays est celui de tout un continent, comment est-ce que nous voulons donc être sur la balance avec un continent où l'histoire, le cheminement d'un pays est d'abord le sien avant d'être l'élément qu'on peut greffer un peu et qui peut venir booster l'indice du continent. Donc, si on n'a pas ces éléments-là de manière lucide, si on ne fait pas ce type d'approche-là, ben voilà, on se laisse entraîner dans des discussions qui, au fond, ne nous avancent pas. Peut-être la question, peut-être que le problème est lié à quoi? Est-ce que c'est... On a parfois, je ne regarde pas de haut les sportifs, mais on pense parfois qu'il faut quand même que des laboratoires, des cabinets soient derrière pour penser la question sportive. Parce que ce que M. Manuel Bankolo dit comme analyste, c'est suffisamment pertinent pour qu'on puisse se définir un cap et se projeter sur la durée, sur une compétition comme la Coupe du Monde, sur 2 Coupes du Monde, sur 3 Coupes du Monde. Mais il faut que derrière, il y ait, je ne sais pas comment on appelle, des laboratoires, des cabinets qui pensent, proposent et font des projections. Merci pour la question, mon cher Jacques. C'est effectivement dans la même lancée de l'analyse pertinente d'Emmanuel Bankolo que je vais me situer pour dire que, pour répondre à votre question. On entend pour dire qu'effectivement,
il y a un rapport un peu, je ne dirais pas dédaigneux, mais distant des institutions sportives en général, africaines, en partant des institutions continentales jusqu'aux institutions africaines. C'est la raison pour laquelle la relation continentale et étatique, ou alors externe, interne, qu'il a développée tout à l'heure, est assez intéressante. Oui, elle est assez intéressante dans le sens où, moi, je la rends intelligible dans le sens où ce qui se passe au niveau du continent rejaillit sur ce qui se passe dans les organisations sportives en interne. Oui. Si la CAF, l'ACNOA et toutes les autres organisations sportives continentales ne peuvent pas, ACNOA c'est l'association des comités nationaux olympiques africains, donc si au niveau continental on ne peut pas donner le là en faisant en sorte que les centres de recherche, des cabinets, ainsi de suite, soient mobilisés. On ne mobilise des cabinets qu'en général, que quand on veut faire du recrutement, en général dans ces organismes-là, pour démontrer quelque chose qui n'est pas, on peut le dire comme ça en suspens, sans trop entrer dans les détails, mais on se rend bien compte qu'au niveau programmatique, au niveau stratégique, il y a effectivement quelques déficits qu'on peut identifier ici et là. Pour revenir sur la FIFA spécifiquement, il faut faire un distinguo. C'est-à-dire qu'en 1904, quand la FIFA est mise en place, c'est pour organiser et développer les compétitions de football. Donc deux choses, organiser et développer les compétitions. Parce que les règles techniques du football appartiennent à l'International Football Board. Donc la FIFA ne s'intéresse pas, la FIFA n'a pas le mandat de changer la pratique du football. Il y a une instance qui a ce mandat. Qui appartient à la FIFA ou pas? Non, elle est en marge de la FIFA. Elle est en marge. L'International Football Board est saisi par la FIFA quand il faut faire un changement au niveau de la pratique, c'est-à-dire les distances des goals. Oui. Une règle doit changer, les 17 règles, une règle doit changer. C'est le board qui doit changer les règles. Donc, je vous arrête un peu. La cohabitation, ça se passe comment? Chaque fois que la FIFA veut intervenir sur le changement des règles techniques ou alors des règles de la pratique du football, la FIFA doit automatiquement, le congrès de la FIFA doit saisir l'International Football Board. Le mandat de la FIFA, c'est administrer et développer le football. Voilà le mandat de la FIFA, administrer et développer le football. Donc, il faut déjà avoir ce distinguo-là, donc savoir que la FIFA ne peut pas aller. Il y a des missions qui ne lui appartiennent pas. Maintenant, en ce qui concerne cette administration et ce développement du football, la FIFA le fait en collaboration avec les fédérations continentales, le CONMEBOL, l'UEFA, ainsi de suite, je pense qu'Emmanuel en a parlé, et les fédérations nationales. Les fédérations nationales qui sont regroupées tout autour du Congrès, qui est l'instance supérieure. Parce qu'après au Congrès, nous avons la présidence, le secrétariat général et les commissions. Voilà un peu comment ça se suit. Donc le Congrès, donc chaque État a un membre, une fédération nationale qui est membre de la FIFA, avec voix délibérante au Congrès. Donc le Congrès, c'est donc le rassemblement de tous les membres de la FIFA. Ils sont 207 au passage. Ils sont 207 dans l'Afrique. Il faut tout de suite le dire, 54 membres. Pratiquement un quart. Ça fait un quart. Ça démontre, je pense qu'on va avoir le temps de revenir sur la géopolitique tout à l'heure. Mais ces notions-là doivent être posées tout de suite pour qu'on comprenne qu'est-ce qui peut se passer. Dans la logique de ce que Emmanuel disait, c'est pertinent ce qu'il a dit. C'est-à-dire, ça démontre effectivement que vous ne pouvez pas peser un quart sans avoir une coalition stratégique. Mais on va y revenir. Il faudrait qu'on prenne conscience quand même. On va y revenir, voilà. On va y revenir. Je pense qu'il est au niveau de la prise de conscience de cette importance en termes de chiffres. Et le Congrès est donc l'instance suprême. C'est comme l'Assemblée générale d'une association. Mais sauf que, au niveau de la FIFA, ça s'appelle le Congrès. C'est le Congrès qui prend donc des décisions fondamentales sur l'administration et sur le développement. Donc, quand on met le développement, à l'intérieur du développement, il y a le développement des compétitions, il y a le développement financier. Il y a le développement financier, c'est-à-dire la finance et les compétitions. Vous voyez donc que pour que on discute des règles, des quotas dont il a parlé, c'est au niveau du Congrès qu'il faut le faire. Pour qu'on discute des règles de rétribution des produits de la compétition, c'est au niveau du Congrès qu'il faut le faire. Pour qu'on discute des règles de calendrier de la compétition, c'est au niveau du Congrès qu'il faut le faire. Maintenant, le Congrès aussi décide tout ce qui a lieu à l'administration du football au niveau mondial. S'il y a un problème auprès d'une fédération continentale ou alors d'une association nationale, c'est au niveau du Congrès en général que les différentes décisions se prennent.
les commissions travaillent et adressent effectivement les différentes résolutions et le Congrès décide s'il faut mettre une association sous un régime de management particulier. Le Congrès décide en respectant les statuts de la FIFA. En respectant les statuts de la FIFA qui, depuis 1904, sont réédités ou alors sont adaptés aux transformations sociales. Donc, voilà en gros ce dont on peut parler pour poser effectivement le débat. Alors, pour une fois, je pense que je n'ai pas souvenance que les congrès soient fréquents en Afrique, les congrès de l'Afrique soient fréquents en Afrique, la FIFA soit fréquent en Afrique. Pour une fois, l'Afrique accueille un congrès de la FIFA à Kigali. Et ce n'est pas anodin, c'est dans une stratégie géopolitique. Et effectivement, on pourra revenir sur ces stratégies-là. Bien entendu, il y a, comme Emmanuel l'a si bien dit, ce n'est pas le congrès des réformes, mais c'est un congrès qui reste dans la logique des réformes qui sont mises en place, administratives et de développement, mais surtout de développement, qui sont mises en place depuis 2019, où Gianni Infantino, l'actuel président, est arrivé, où effectivement, son mandat, si on l'analyse, est mis sous la férule de la puissance du membre. Et il paraît qu'il compte beaucoup sur l'Afrique. La puissance du membre, c'est-à-dire que pour lui, tous les membres ont un poids électoral. Et il voit donc, il n'y a pas de préférence, comme avant, où on considérait que c'est ceux qui produisent plus de l'argent qui doivent avoir plus de rétribution. Dans le système Infantino, toutes les fédérations nationales, quand il y a un programme FIFA Best ou ainsi de suite, ou alors il y a FIFA 2.0 et ainsi de suite, tous ces programmes qui permettent de redistribuer l'argent que le merchandising met dans le football, toutes les fédérations, que vous soyez la fédération des îles Vanuatu ou alors le Brésil, vous avez exactement le même montant. C'est vraiment une logique qui fait en sorte que ça change, que la géopolitique au niveau de la FIFA change effectivement. Le calcul du suffrage universel. Je prends conscience tout de suite qu'on aurait pu organiser une émission uniquement sur la question de la réforme ou des réformes et discuter pour montrer à nos téléspectateurs et aux spécialistes du football qui vous écoutent que le football n'est pas seulement une question de ce qui est vu. Derrière, il y a quelque chose à penser et à repenser. Et, sauf que dans le temps qui nous est imparti, il faut bien qu'on avance. Continuons dans le cadre des réformes et parlons des réformes des compétitions sportives de ce congrès. Bon, maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Premièrement, Infantino, comme depuis son arrivée, vient avec quelque chose de nouveau encore. Quand on vous fait savoir que les U17, ça va être une Coupe du Monde maintenant tous les ans. Alors, pourquoi la Coupe du Monde tous les ans? On se rend bien compte qu'il y a une déperdition, surtout pour le continent africain, des générations qui passent à U17. Si on prend l'exemple du Cameroun, vous allez bien vous rendre compte qu'aujourd'hui à U20, vous n'avez pratiquement aucun élément de ceux qui étaient en 2019 à la CAN tanzanienne. Vous comprenez un peu? Oui. Ça commence à poser un problème. Oui, il n'y a pas de suivi. Allez en U23. Combien d'éléments vous avez de ceux qui étaient à la CAN tanzanienne? Combien d'éléments de U17 vous avez qui étaient à la CAN tanzanienne? Combien d'éléments de U17 vous avez qui étaient à la CAN tanzanienne que vous avez retrouvés il y a 2 ans à U20? Il y a un problème de suivi. Alors, à partir de ce moment, vous devez pouvoir vous poser de bonnes questions. Pour Infantino, si vous avez quelques U15 forts qu'on a pu avoir à U17, ça veut dire qu'ils peuvent faire 2 Coupes du Monde. C'est bon pour leur CV, c'est bon pour la sélection nationale qui peut garder un effectif cohérent. Oui. Et qui, après un échec, l'année d'après, peut passer à un autre niveau. Et ça permet du coup, sur 2 ans, d'avoir une génération. À la 3e année, elle passe à U18 et elle est difficilement jouable. Donc, c'est un peu la vision qu'il a. Et moi, je trouve ça sérieux. Ça veut dire simplement quoi? Infantino, aujourd'hui, est dans la défense de sa discipline. Oui. Par conséquent, pour Infantino,
Tous les mois, on doit parler du football. On doit entendre parler du football et au très haut niveau. Tout au moins tous les trimestres. Alors, il vient par cela essayer simplement de mettre en place ce à quoi il a toujours pensé, se dit que tous les trimestres, on doit avoir une compétition majeure de football. Quelle que soit la classe d'âge. Donc, on peut se retrouver avec une Coupe du Monde tous les ans, tous les trimestres. Parce qu'il y aura un système de rotation. Si vous avez une Coupe du Monde en U20 qui va être tous les 2 ans, parce qu'il y a une Coupe du Monde U17 tous les ans, ça veut dire simplement que pratiquement tous les ans, vous avez une Coupe du Monde U20 aussi. Parce que passé 2 ans, vous avez une autre Coupe du Monde. Et non seulement vous l'avez en dames et en monsieur, tout comme vous avez tous les ans une Coupe du Monde en U17, en dames et en monsieur. Donc vous voyez que le gap est comblé. Entre-temps, tous les 4 ans, et vous comprenez pourquoi ils voulaient lancer une Coupe du Monde tous les 2 ans chez les A, ce qui est très difficile. Ça veut dire que tous les 4 ans, vous allez donc pouvoir vivre le football de manière permanente et parlant des compétitions de très haut niveau. Pourquoi? Parce que de manière intermédiaire, vous avez les CAN U23, vous avez les Coupes du Monde U23, vous avez l'Euro U23. Donc, c'est un peu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en train de mettre le football à un niveau où le calendrier va être totalement fermé. Il va être difficile. Donc, toutes les catégories vont être en compétition pratiquement tous les ans. Et là, ça va faire vivre le football. Maintenant, il y a une autre partie qui est la partie un peu... la partie merchandising, la partie financière. Ça va faire beaucoup plus d'argent pour la FIFA et conséquemment à cela, beaucoup plus d'argent pour les fédérations. Et il va être difficile pour une fédération maintenant de s'amuser avec le football jeune. Et ça va pousser les fédérations à passer la main aux académies et aux promoteurs de football jeune. Et conséquemment à tout cela, ça va éviter le maximum de tricherie possible. Ça va éviter le maximum de tricherie possible. Et du coup, on va régler le problème de l'âge. Les gens ne voient pas l'incidence un peu de cet engagement, oui. Mais ça va régler beaucoup de problèmes dans le problème de la nationalité, on peut dire aussi. Beaucoup, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que là, vous n'aurez plus des pays qui, à U17, commencent à regarder les binationaux. Oui. Vous serez obligé d'être dans la détection permanente, oui. Dans la formation, et obligé d'utiliser les produits du sol. Ça va aider énormément. Bon, je ne sais pas si des gens, avant de rentrer dans les réseaux sociaux, de se mettre sur les plateaux, je ne sais pas si ils prennent le temps d'approfondir un peu la réflexion, d'aller voir un peu plus loin les retombées un peu de certaines décisions avant de monter au créneau. C'est dommage des fois de retrouver des personnes qui sont même en charge de l'administration du football, qui soient dans une espèce de critique totalement bon. Superficielle. Bon, je ne vais pas dire superficielle, puisque c'est de leur droit. Je peux l'assumer, M. Van. Bon, maintenant, c'est de leur droit. C'est un engagement qu'ils prennent. On ne prend plus le temps de réfléchir, de demander conseil tout de suite. On pense qu'une fois qu'une information est tombée, on doit absolument... Vous savez, la difficulté qu'on a, et c'est ce qui m'embête, je ne sais pas pourquoi nous, au niveau du continent et du Cameroun en particulier, on croit qu'on doit passer notre vie à être dans l'animation. Oui, un plateau comme le vôtre, d'accord, des réflexions menées par un laboratoire comme celui tenu par le docteur Bekombo, combien vous en avez en Afrique et au Cameroun en particulier? C'est ça le problème que nous avons chez nous. Nous avons décidé d'être des consommateurs et ceux qui font des commentaires. Et après, quand les autres ont réfléchi, on vient chercher quel est notre gain. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on se remette à réfléchir. C'est pour cela que
me retrouver dans un cadre avec des personnes qui aiment la réflexion, qui aiment le livre, qui aiment la recherche, qui essayent, c'est on ne peut plus agréable. Parce que des fois, vous vous dites, est-ce que finalement nous sommes devenus un peuple d'animateurs, un peuple de personnes qui soient simplement éprises par les commentaires de quartier. C'est embêtant. C'est embêtant et voilà. Il faut qu'on apprenne à nous ouvrir et qu'on apprenne à aller regarder ce qu'il y a derrière le mur. On a l'art de rester sur le mur et ce qu'on voit. Il faut qu'on apprenne. C'est un pas et un coup d'œil. Mais ça pèse. On n'arrive pas à le faire. Il faut qu'on apprenne à aller regarder derrière le mur. Merci infiniment. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Vous savez, quelquefois nous disons ici, nous on croit à la chance. Et nous pensons que... C'est un élément de la vie, un facteur important. On peut en discuter. Sauf que quand on sait prendre la distance pour réfléchir, on comprend bien que le vent ne souffle dans le bon sens que pour celui qui sait où il va. Donc, du coup, Dr Claude Bekombo, sur la réforme de la Coupe du Monde, la grande. Oui, tout à fait. C'est l'un des aspects des réformes des compétitions que le Congrès a confirmé. Tout ce que Emmanuel Macron a dit. Prépare tout à la fait. Coupe du Monde, une Coupe du Monde efficace. C'est un aspect de la réforme des compétitions qui a été engagé lors du 72e congrès. Ça, il faut déjà le dire, c'est-à-dire que ça a été annoncé lors du 72e congrès et maintenant confirmé lors de ce 73e congrès. Donc la Coupe du Monde va passer de 32 clubs à 48 clubs. Les 64 matchs qu'il y avait en général vont laisser la place à presque 104 matchs. Donc ça veut dire, et là Emmanuel a totalement raison, ça veut dire qu'il y a une augmentation quand on connaît quel est le prix d'un match de football de la Coupe du Monde en termes d'annonceurs et ainsi de suite. Ça va d'audience télé et toutes les autres ressources financières qui sont tout autour d'un match de football. Vous voyez donc qu'il y aura une augmentation en termes des recettes de la Coupe du Monde. Les Coupes du Monde sont ciblées pour celles qui ont coûté les plus chères. On est dans l'ordre d'1,5 milliard de dollars par là, en gros. Donc la Coupe du Monde aux États-Unis est l'une des plus... C'est le top jusqu'ici. Oui, c'est à la top liste. Alors vous voyez que si il y a ces revenus-là pour une Coupe du Monde à 64 clubs, vous pouvez donc imaginer ce que ça peut... À 64 matchs, pardon, vous pouvez donc imaginer ce que 104 matchs peuvent représenter. Et à ça, donc la réforme de la grande Coupe du Monde, ça va permettre... Je pense que je ne vais pas revenir sur tout ce que Emmanuel Bankole vient de dire, c'est-à-dire que ça va drainer au niveau des éliminatoires un système de telle sorte un système dynamique qui va faire en sorte qu'il y aura plus de pays participants, plus de quotas par région, donc plus de matchs aussi, plus de fenêtres FIFA pour préparer cette fameuse Coupe du Monde-là et espérer qu'effectivement il y aura un nivellement, même si ça dépend des spécialistes qui estiment qu'il y aura le fait qu'il y aura des équipes très fortes dans des poules où il y aura des équipes très fortes avec les équipes très faibles, disant que la FIFA a préféré la représentativité à la qualité. C'est un débat qu'on peut avoir, mais on constate aussi que quand les équipes participent d'un niveau moyen, participent beaucoup à certaines compétitions, se frottent aux concurrents qui leur sont supérieurs, ça entraîne aussi un effet de nivellement de niveau. Je peux me poser la question autrement, parce que tout ce que Emmanuel vient de présenter comme réforme au niveau des U15, U17, permet de préparer une Coupe du Monde qui serait mieux jouée, plus efficace, des équipes qui ne pourraient pas être que des équipes prenables. Tout à fait. A priori. La FIFA travaille sur la compétitivité. Du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est que peut-être qu'on aurait dû attémoyer, on aurait dû renvoyer quand même la Coupe du Monde à 48, peut-être dans 8 ans ou dans 12 ans. Je pose la question aux spécialistes tout naïvement. Bon, la FIFA est dans une logique de préparation depuis le congrès qui a eu lieu, le 72e congrès. Il y a des résolutions qui ont été adoptées et la mise en œuvre se fait de manière progressive.
il y a la réforme des compétitions, pas seulement au niveau des équipes nationales, il y a aussi la réforme des compétitions des clubs qui est entrée en vigueur là maintenant. C'est-à-dire que le championnat mondial des clubs va se dérouler maintenant dans un système de poules. Donc il y aura 32 équipes. Ce n'est plus juste la finale à 4 équipes qu'on voit aujourd'hui. Bon, c'est vrai que l'UEFA considérait que c'était une attaque directe contre la Champions League. Et effectivement, le Forum des ligues mondiales a réagi par rapport à cette réforme particulière de ce congrès. Mais il faut constater qu'au-delà de la réforme même, il faut apprécier qu'au-delà de la réforme même de la Coupe du Monde, il y a aussi que la FIFA ne s'est pas juste contentée des équipes premières. Elle s'est contentée, comme Emmanuel l'a dit, des U17, des U23 et effectivement, des U20 aussi, je crois. Effectivement, le rythme de compétition va faire en sorte qu'il y ait l'émulation que Emmanuel Mankoro a bien décrit, sur laquelle je ne vais pas revenir. Donc, il y a eu une réforme sur la compétition des clubs, sur la compétition des équipes nationales intermédiaires et sur la compétition phare de la FIFA, qui est la Coupe du Monde. L'objectif, et Emmanuel l'a dit, de toutes ces réformes-là, c'était de faire en sorte que la FIFA gagne plus d'argent. Et effectivement, en gagnant plus d'argent, il faut avoir plus de compétition, il faut avoir plus de matchs pour faire rentrer de l'argent. On peut avoir le débat sur le problème de calendrier, mais ça dépend de la posture qu'on prend. Si on prend une posture de la santé du joueur, toute santé mentale, santé physique, tout ce que vous voulez, on peut estimer que le calendrier est un calendrier qui est excessif parce qu'effectivement, le joueur U17, il peut être surclassé dans son club, il peut être dans un club professionnel, on peut entrevoir qu'il joue une Coupe du Monde une Coupe du Monde U17, la même année il peut jouer la grande Coupe du Monde et ainsi de suite. On peut évoquer le management de ces joueurs-là, parce que c'est pas une question qu'il faut prendre en termes, non, la FIFA est dans une logique de remplir son mandat, c'est-à-dire administrer et développer. Donc le développement va nécessairement dans le sens de produire des financements qui vont permettre de renforcer les associations nationales, voilà, l'institution et les associations nationales, et de rendre leur compétition attractive. Et c'est tout à fait normal qu'en matière d'administration, qu'on pense au développement futur de son organisation. Maintenant, à ceux qui sont chargés de réagir au niveau de l'organisation des compétitions, du rythme, ou alors au niveau de la santé, de produire des travaux qui vont permettre de comprendre que le rythme peut-être de compétition peut être problématique et de le démontrer de manière claire. Mais on ne peut pas demander à la FIFA d'avoir la réflexion d'un centre de recherche ou des chercheurs qui travaillent sur la performance et la compétitivité, le rythme de compétitivité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est que chaque chapelle ne peut que prêcher pour sa chapelle, si on peut le dire ainsi. Donc au niveau de la réforme de compétition, voilà un peu les réformes qu'on a, couplées avec ce qu'Emmanuel a dit, et on se rend compte qu'effectivement c'est une logique graduelle et c'est une logique plutôt stratégique. Emmanuel, il va être bien difficile pour un pays seul d'organiser la Coupe du Monde désormais. Oui, ça va être compliqué. Et c'était ça l'intention de la FIFA. Et c'est en cela qu'il faut aller féliciter le président Ayatou, parce qu'il y a eu une grosse réflexion de la FIFA après les réussites de la CAN combinée Ghana-Nigeria de 2000. C'était la première. Oui, il y a eu une grosse réflexion à la FIFA et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas suivre ça? Est-ce qu'on ne peut pas? Et après, vous avez vu que c'est l'UEFA qui a enchaîné. Avec l'euro. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'euro, les stades pleins. Mais allez voir, jamais un euro n'a permis à la Confédération d'engranger autant de sous et jamais un euro n'a été autant populaire. Donc à partir de ce moment, on se rend bien compte qu'il y a une réflexion menée justement au niveau de la FIFA depuis les années 2000, qui s'est approfondie avec le dernier euro et aujourd'hui qui aboutit justement à ces réformes-là. Maintenant,
au-delà de ces réformes-là, de toutes les réformes, il faut dire qu'il y a 2 qui ont été importantes. Celle, justement, sur les U17 et celle sur la santé des joueurs. Comment on fait pour éviter d'avoir des joueurs qui tombent des suites d'atrophie du cœur ou d'hypertrophie du cœur, ou encore qui tombent justement de suite de tout malaise cardiaque. On s'est bien rendu compte que par rapport à la dernière Coupe du Monde, il y a des efforts qui ont été faits, mais ceux qui ont payé le prix sont les athlètes. Rappelez-vous bien qu'on est pratiquement à la moitié du mois de novembre, quand les footballeurs sont libérés pour une compétition qui va démarrer le 20. Donc, pratiquement une semaine de récupération. Est-ce que c'était vraiment de la récupération, puisqu'ils ont rejoint leur sélection nationale pour une compétition qui a démarré le 20, qui s'est terminée en décembre, je ne sais pas, le 18 ou le 19. Et après, des joueurs qui doivent repartir parce qu'ils doivent redémarrer en club janvier, février. Donc, récupération d'après-saison et enchaînement pour une compétition comme la Coupe du Monde. Temps de récupération mièvre, 8 jours maximum. Temps de récupération d'après Coupe du Monde et de championnat, de reprise de saison, championnat, Champions League et autres, mièvre, même pas 10 jours. Donc, à partir de ce moment où vous vous rendez bien compte qu'il y a eu une réflexion à la FIFA et on a eu Gianni Infantino qui a promis justement qu'on va devoir essayer de réguler. Maintenant, si on doit pouvoir réguler, ça veut dire qu'il faudrait une harmonisation totale de tous les championnats dès la saison prochaine et on pourrait avoir une gestion avec le même nombre de matchs, mais un temps qui permette un peu plus de récupération. Sauf que ceux aussi qui se sont attaqués à ce qui s'est passé entre la fin des derniers championnats et puis la Coupe du Monde ont oublié le fait quand même du décalage. Parce que si vous prenez la Coupe du Monde en Russie, ben, c'était quoi? C'était 26 jours après le championnat et 28 jours de récupération après la Coupe du Monde. Un temps conséquent et normal. Oui. Donc, je pense que tout le monde a subi les efforts qu'il fallait faire pour protéger les uns les autres de la canicule. Novembre-décembre était le moment opportun pour les uns et les autres. Mais après ça, je crois qu'on rentre à la FIFA dans une harmonisation et on va pousser les uns et les autres à s'arrimer. Et en cela encore, il faut bien revoir les problèmes de chez nous. Il faut qu'au Cameroun, on comprenne. Si on veut penser qu'on reste un championnat professionnel, il faut être dans l'arrimage. Et quand on se rend compte qu'on est encore dans des petits problèmes de supputation, de financement, d'autres, ça crée un grincement. Tout à l'heure, en entame, le docteur Djabé a évoqué justement le problème de la géopolitique. Quand vous prenez la CAF et l'UEFA, ça fait quoi? Ça fait 109 nations, donc un peu au-dessus de la moyenne. Donc on est à 50,08 ou 0,9%. Donc vous pouvez comprendre pourquoi, même quand on est dans les débats, vous avez comme l'impression que c'est un affrontement UEFA-CAF. Alors, parce que les gens n'ont jamais pris le temps de se dire, mais c'est combien même de nations, c'est combien d'adhérents, ça fait combien de voix? Ça fait 109 voix. Alors, pour Infantino, il a mis le gros de son action sur le continent africain. Parce que au moins, si vous assurez 48-50 voix en Afrique, il est facile pour vous d'aller chercher 30-35 en Europe et maintenant voir avec Conmebol et tout, et vous passez. Vous comprenez un peu? Donc, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Mais maintenant, il y a un autre aspect. C'est que à la Confédération est arrivé quelqu'un qui a compris rapidement la logique et qui s'est aligné. Au début, certains ont été choqués, mais on se rend bien compte aujourd'hui qu'il était important pour la Confédération africaine d'avoir à sa tête un monsieur comme Motsepe qui pouvait lire, comprendre et aller un peu plus vite. Je me rappelle à l'époque, je posais la question aux uns aux autres, est-ce que vous croyez qu'on est la 9e fortune africaine?
et qu'on est le propriétaire du club qui est dans le top 3 des clubs les plus fortunés d'Afrique, si on est à la limite un idiot, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, contrairement à ce que certains croient, entre l'UEFA et la CAF, la structure qui sont bénéficiaires de tout ce que sont ces réformes-là, c'est la CAF. Sinon, vous n'aurez pas l'agitation que vous voyez au niveau de l'UEFA. Parce que c'est l'UEFA qui s'engage à attaquer les réformes-là, puisqu'elle sait qu'elle est en train de payer le prix. Aujourd'hui, la CAF sort de là grandi. Alors, est-ce que vous vous êtes imaginé un jour que vous pourriez avoir 80 000 spectateurs dans un stade de football pour un match de football féminin? Mais on l'a vu au Maroc. On l'a vu au Maroc. Pour preuve, on n'a qu'à voir comment s'est déroulé le dernier CHAN. La CHAN est désormais une compétition. C'est pour vous dire, regardez ce que la FIFA renvoie au niveau des confédérations, de la CAF. Regardez ce que les fédérations africaines ont aujourd'hui en termes d'appui pour le football jeune. D'accord, les projets Gold. Allez voir ce que la FIFA envoie aux fédérations en soutien pour la formation des arbitres et autres là. C'est énorme. C'est énorme. Mais tout ça, pourquoi ces fédérations reçoivent énormément d'argent de la FIFA? Mais c'est justement les produits de toutes ces réformes-là. C'est justement les produits de celui qui est à la tête de la FIFA. Donc, on a tous ces éléments-là. Tant qu'on ne les a pas mis ensemble, on ne reçoit pas le gain. Les gens croient que le gain de l'Afrique, c'est simplement de dire, oui, aujourd'hui, la prochaine Coupe du Monde, l'Afrique, c'est 15 nations. Non, c'est pas... Regardez la dernière Coupe du Monde. Combien de pays du continent ont passé le premier tour? Si nous ne réalisons pas que nous sommes un continent où il faut repartir au travail et où il faut repartir à la base, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, Infantino, en mettant sur pied une réforme spécifique par rapport au U17, ce qui lui vient à l'esprit, ce n'est pas un autre continent, une autre confédération que la CAF. C'est la CAF qui lui vient à l'esprit. Et Infantino est dans la guerre du nivellement. Tout à fait. Il sait quels sont les goulots d'étranglement. Il sait quels sont les points de chantage. Et il a compris que pour réaliser son idée, son rêve, dans sa guerre de nivellement, il faut pousser l'Afrique au travail. Et à partir de ce moment, il aura un véritable cheval de bataille. Donc c'est très important ce qu'il est en train de faire. Et nous devons pouvoir aller chercher notre intérêt dans ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est nous qui avons intérêt dans tout ce que Gianni Infantino est en train de faire aujourd'hui. Donc, au lieu de supputer, de rester dans les bars à commenter, nous devons rapidement aller chercher ce qui nous apporte dans un plat doré et nous mettre au travail. D'autres pays l'ont compris. Regardez la difficulté que le Cameroun a lorsqu'on parle des catégories intermédiaires. Vous avez vu aujourd'hui quel est le niveau de la Gambie quand on parle des sélections jeunes. Regardez la force du Sénégal. Le Sénégal, il y a encore 15 ans, fonctionnait comme le Cameroun. L'équipe A était l'arbre qui cachait la forêt et on n'avait pas... Mais regardez les résultats aujourd'hui. Parce qu'ils ont très rapidement compris que ce qui permet justement au bâtiment de rester solide, c'est la fondation. Mais comment vous faites avoir une fondation pour un bâtiment à R1 et vous voulez poser sur cette fondation un bâtiment R+11. Ce n'est pas possible. Surtout qu'en termes de population, de jeunes qui s'engagent dans le sport, on a une question politique et sociale à résoudre. Mais voilà, donc il faut qu'on comprenne que le travail doit être fait à la base. Moi, j'ai écouté un cadre de notre fédération qui, sur une télévision, est allé dire que à la Fédération camerounaise de football, ils ont décidé que pour leur pyramide, on devrait partir du haut vers la base. Comment vous imaginez ça? Vraiment, quel que soit le domaine que vous prenez, ça ne sied pas. Même si vous sortez du sport, vous rentrez en politique, ça ne sied pas. Pire encore, si vous rentrez dans les métiers que sont ceux de la maçonnerie et autres, quelle est la maison ou encore le bâtiment que vous connaissez pour lequel on a commencé par la toiture? C'est compliqué.
si vous rentrez même à l'université, c'est que dans l'éducation, comment vous expliquez à quelqu'un que vous devez mettre plus de moyens au niveau des agrégés, des docteurs, doctorants et autres, qu'au niveau de la maternelle et du primaire? Surtout que dans le domaine sur lequel on est en train de discuter, il n'est pas question seulement de l'esprit, il y a le corps, la force physique. Mais c'est ça, c'est tout le problème que nous avons chez nous. Des fois, on veut justifier des choses qui n'ont pas de sens du tout. C'est-à-dire que si on ne se met pas dans la projection, ce qu'au niveau de l'Europe, ils ont fait il y a un peu plus d'un demi-siècle. Si on ne se met pas dans la projection, mais nous aurons des débats comme celui-ci, nous aurons des plateaux comme celui-ci, 50 ans, et on n'aura pas avancé. Et se mettre dans la projection, c'est pouvoir se dire qu'à l'horizon 2027, nous mettons en place des générations qui seraient injouables à l'horizon 2027. Est-ce qu'il est sorcier de penser qu'en 2023, on peut prendre 30 gamins qui soient entre 12 et 14 ans, on peut prendre 30 autres qui soient entre 15 et 17 ans, et 30 autres qui soient entre 17 et 18 ans, et 19 ans, ça fait 90 gamins que vous mettez en camp. Dites-moi comment ces garçons-là, pour certains qui auront 20, 21 ans, pour d'autres 18, 19 ans, et d'autres 16, 17 ans, dites-moi comment 4 ans après, ce soit des garçons qui soient jouables. Un, ça va créer le respect. Entre eux, ils sauront exactement qui est celui qui est plus fort que moi. Et de deux, vous avez créé des générations difficiles à manœuvrer et vous avez assuré sur la 5e année la sélection Fagnon. Parce que ceux de 20-21 ans, ils arrivent en sélection Fagnon à 22 ans. Ils sont injouables. Déjà qu'il y en a là qui pourraient passer en sélection Fagnon à 18 ans, les exceptions. Et là, vous avez assuré une certaine pérennité et vous continuez avec. Pendant qu'eux, ils avancent, vous avez d'autres que vous avez mis dans le même circuit. Et après, ça va très vite. Et c'est là que le Sénégal est rentré aujourd'hui. C'est là que le Maroc est rentré aujourd'hui avec son académie spécialisée de football. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre dans des projections qui veulent que 3-4 ans après, on soit dans la pérennité? Et parce que nous avons fait du football un élément de marché. Il y en a qui rentrent dans le football et dans le sport en général, se disant c'est ça qui va permettre de construire une cuisine à leur maman ou encore de s'acheter disons même ponctuel. Ponctuel, sans aucun. Je voulais bien au départ, quand Emmanuel a commencé, vous poser la question d'Otube Combo sur la co-gestion des Coupes du Monde en termes de construction de la paix mondiale. Bon, mais sa conclusion me suggère une autre question. Nous sommes dans un contexte où, quel que soit le sport, des jeunes découvrent leur talent entre 20 et 25 ans. Je ne vais pas trahir quelques amis que nous avons eus dans l'enfance. C'est-à-dire, le gars ayant découvert son talent entre 20 et 25 ans se trouve obligé, pour jouer et avoir un avenir, de couper son âge. Donc, moi, je veux, à la suite d'Emmanuel, que vous permettiez à ceux qui gouvernent le sport de comprendre la nécessité d'embrasser tout de suite cette réforme. Parce qu'elle garantit, à mon avis, à partir de tout ce que vous venez de dire, un avenir, pas seulement au football, mais aux jeunes qui s'engagent dans le domaine. Allez au Matéco les dimanches. Vous voyez combien de jeunes sont sur le terrain en train de jouer en espérant être à Marseille, au Milan, au Barcelone et tout le reste. Quel est l'avenir que nous envisageons si tout de suite nous ne prenons pas des dispositions pour que les plus jeunes s'engagent dans des cadres d'encadrement sur le sport, du sport? Merci pour la question, c'est une grande question et je vois que les propos d'Emmanuel suscitent quelques émotions, mais il ne devait pas avoir des émotions parce que à la réalité, le système sportif mondial est un système je dirais réticulaire, c'est un réseau en fait. Il y a, et vous pouvez dire marché si vous voulez, mais je préfère le système réticulaire. C'est un réseau où il y a des règles, il y a la formation à la base. Tous les autres pays qui atteignent un niveau de compétitivité ont compris comment est-ce qu'il faut faire
pour arriver à cette compétitivité internationale. Ce n'est pas pour rien que quand vous prenez les résultats des Coupes du Monde, que ce soit la Coupe du Monde senior ou les Coupes du Monde de niveau intermédiaire, vous allez toujours voir les noms des pays qui se répètent à des intervalles très réguliers. Il y a des pays qui, s'ils ne gagnent pas, qui ne passent pas 15 ans sans gagner une Coupe du Monde, même intermédiaire. Donc, ces pays-là ont des systèmes de détection, performants, des systèmes de formation performants, parce que je pense qu'il y a, les étapes sont assez claires, donc des détections performantes, des systèmes de formation performants, des systèmes de pôle d'excellence, parce que vous pouvez, c'est des niveaux, c'est à vous de choisir, mais c'est clair que quand on regarde tout ce qui se passe ailleurs, on passe par un système de détection, on passe par un système de formation permanent et on passe par un système de pôle de formation, où effectivement on se rassure que sur toutes les générations, on ne perd pas des talents. Que la marge de perte des talents soit réduite, qu'elle soit assez réduite. Même si, même dans les systèmes les plus performants, on peut voir des cas où des gens ont été refusés par beaucoup de centres de formation, n'ont pas été détectés, qui sortent. Mais c'est une exception sur la règle. Donc, en général, on met un système, que ce soit dans le système franco-romain ou anglo-saxon, c'est-à-dire le système des ligues fermées, anglo-saxon, on a toujours un système de détection, le système de la NBA, qui commence par le lycée, qui commence par les écoles, qui commence par le lycée, et ainsi de suite. Donc, tout ce système, ce sont des systèmes qui sont pensés pour être sûr qu'on ne perd pas un talent. Il nous revient, et je pense que c'est un débat qui est récurrent ici, que le laboratoire, que le centre a engagé avec Wafrika depuis plus d'1 an. Au plus, je pense, nous avons des émissions où nous ne faisons que rappeler la justesse de ce système. Le fait que si on n'entre pas, c'est pour ça qu'il est réticulaire. Si on n'entre pas dans ce système, on a très peu de chances de gagner. On a très peu de chances de gagner, il faut le dire. On va gagner une fois en passant. Mais ça ne sera pas récurrent. Et au vu de la transformation réticulaire de ce système, c'est-à-dire le fait que le système international va déjà rogner le système continental, même les CAN, peu importe les catégories, vont vous l'avez vu même dans le système de jeu, nous avons parlé que le système de jeu africain mime déjà le système de jeu mondial. On n'a plus notre folie africaine, peu importe les disciplines. C'est normé, c'est cadré, donc on est en train de rentrer dans le rang réticulaire. Donc si, même les CAN, on ne pourra plus, ça je pense que nous avons eu cette réflexion, certains pays, certaines zones de l'Afrique risquent de ne plus avoir leur nom régulièrement dans les champions de la CAN. Ça va se jouer entre l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest. Ça risque de se jouer à ce niveau-là. Donc il va falloir effectivement que tout le monde se mette au travail pour faire en sorte que ces différents systèmes-là, qu'on puisse détecter à temps. Ce n'est pas compliqué de mettre un système de détection en place, il suffit de prendre la géographie du pays et de faire en sorte que dans toutes les écoles maternelles, dans tous les quartiers, ainsi de suite. C'est un système pensé. Je ne pense pas que j'invente quelque chose ici. Oui. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Pour cela, il faut nécessairement une adéquation État. On ne va pas dire partenaire public-privé. Partenariat public-privé, ça ne veut pas dire grand-chose à mon sens. Je pense que l'État doit effectivement impulser et faire en sorte que les fédérations, puisque nous ne parlons plus uniquement du football, même si c'est le football, c'est le congrès de la FIFA qui est l'exemple, mais l'État doit impulser effectivement les fédérations, l'État et les fédérations sportives doivent travailler sur des programmes, comme la FIFA travaille sur le programme FIFA Gold, FIFA 2.0, FIFA... Ils doivent travailler sur des programmes et mener les programmes jusqu'au bout, mettre des fonds adressés à ces différents programmes pour les amener au bout. Et ce sont des programmes de construction. Le système de détection français, prenons l'exemple que tout le monde connaît, c'est un système qui a mis presque 20 ans à être mis en place. Au CED, les stands de formation de Nantes et tout n'ont pas été construits. Non, en 1930-40, il n'y avait pas tout ça. C'est parce qu'effectivement, il y a eu des réflexions, il y a eu des stratégies mises en place pour dire, bon, quand on crée un club, on commence d'abord par créer un centre de formation et c'est le club est adossé à un centre de formation. On ne veut plus des clubs qui naissent simplement parce qu'il y a
un riche homme d'affaires qui a prospéré dans le savon. Bon, je n'identifie personne, hein, qui a prospéré dans le savon ou dans autre chose et qui décide de créer une équipe. Non, les clubs des mécènes, les clubs des individus, même le président Berlusconi, vous voyez ces époques-là, vous voyez ce qui est arrivé en Europe, ce système-là ne marche plus. Donc on a besoin des clubs qui rentrent dans le cadre de ces trois triptyques-là, c'est-à-dire la détection, la formation et la structuration des pôles d'excellence. Docteur Club de Combo, surtout que dans ce cas, l'essentiel n'est pas seulement le trophée qu'on peut ramener. Il y a des vies de personnes, des vies de familles engagées. C'est-à-dire un jeune a choisi que sa profession, c'est d'être footballeur. Qu'est-ce que le football fait? Le football en Afrique, le football au Cameroun fait pour lui garantir que la profession qu'il a choisie lui permet de nourrir sa famille, en tout cas d'être épanoui. Tout à fait. C'est pour ça que je dis l'adéquation État-fédération est importante. La fédération seule ne peut pas assurer, l'exemple du Cameroun est notable. Je pense que je ne suis pas sûr qu'à la fédération camerounaise de karaté, ceux qui sont dans l'administration même de cette fédération, je prends un exemple au hasard, je n'ai rien contre la fédération camerounaise de karaté, je ne suis pas sûr que ceux qui sont dans l'administration ont un salaire, sont salariés de cette fédération-là. Oui. Je pense que, voilà, ce n'est pas un cas spécifique. Je dis c'est un travail qui il faut s'asseoir. Je sais qu'il y a des États où on fait effectivement des grandes rencontres, des États généraux, des forums et tout sur ces questions-là. Mais il faut s'asseoir pour définir ensemble quel est notre modèle sportif. Quel est notre modèle sportif? On aura du mal. Je crois que toutes les études sur le sport qui sont faites tout autour du Cameroun sont des études, c'est monographique, c'est sur des questions spécifiques. Mais on n'a jamais adressé notre modèle sportif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va atteindre dans toutes les disciplines sportives. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on parle même de professionnalisme, il nous a, pour la plupart, été imposé par le vent de l'Est des organisations sportives internationales. Parce que, rappelez-vous qu'avant 1990, dans les organisations sportives internationales, c'était la politique qui prévalait. C'est à partir de 1990 que dans les statuts de ces organisations-là, on a demandé l'élection comme mode de désignation des représentants des associations nationales. Et à partir de là, ça a impulsé un type de management précis. Et ça fait en sorte que l'organisation sportive internationale a plus de moyens de contrôle sur l'association, sur son association membre. Et ça oriente donc que l'organisation sportive internationale peut dicter la politique. Alors, au sortir de ces années, de cette démocratie sportive de 90, les organisations sportives internationales ont donc demandé aux associations nationales non professionnelles de se professionnaliser. Ce n'était pas seulement le foot, c'était dans toutes les disciplines sportives. Or, pour eux, au départ, ces organisations n'ont pas accompagné ce mouvement de professionnalisation. Ils ont laissé les associations nationales, avec les États, mettre en œuvre. Donc, ils avaient les obligations de moyens. Mais 15 ans, 20 ans plus tard, arrivé dans les années 2000, ils se sont bien rendus compte que l'opération de professionnalisation ne se faisait pas. Était adossé au niveau du développement de l'État. C'est-à-dire qu'un État qui n'arrivait pas à gérer les questions minimales sociales n'allait pas aller professionnaliser le football ou le basket ou ainsi de suite. Donc, il y a donc eu un développement dans toutes les organisations sportives internationales, des programmes spécifiques pour développer le professionnalisme dans les associations nationales. Mais maintenant, ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas toujours suffisant. Il faut donc aussi un mouvement de création de richesses autour du sport, des fédérations elles-mêmes et l'accompagnement de l'État. En Afrique, on a l'accompagnement de l'État. Ce qu'on demande, c'est que cet accompagnement-là soit suffisant, soit augmenté. Parce que l'accompagnement est jugé insuffisant. Parce qu'il se focalise juste sur la participation aux compétitions. Et il ne se focalise pas sur le développement du sport. Or, le problème, c'est qu'avec le vent de la démocratie sportive, les associations nationales sont autonomes, demandent plus d'autonomie. Et si l'État met de l'argent dans le développement du sport, il doit contrôler cet argent. Or, les associations, quand l'État veut venir contrôler, leur oppose effectivement qu'au niveau africain, leur oppose effectivement que... Ça ressemble à une tricherie. Oui, voilà. Peut-être qu'il faudra que nous pensions organiser
une émission là-dessus. Il a déjà répondu dans une émission, mais c'était sur la seule. Mais un débat sur la nécessité de l'implication, même dans une moindre mesure, de l'État dans les fédérations permettrait certainement de garantir, parce que les acteurs sont des citoyens. Et celui qui accompagne, porte les citoyens, leur garantit un avenir, c'est l'État. Donc, il y a... peut-être que le diplomate nous expliquera ce Oui, mais vous savez, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, les États africains dépensent 5-10 fois plus ce qu'ils auraient pu dépenser s'il y avait une certaine structuration. Pour lancer la ligue professionnelle, le football professionnel en France, ça s'est fait en un jet. Il y a pratiquement 55 ou 60 ans maximum. Ça s'est fait en un jet. On a réfléchi sur ce qu'il fallait. Le modèle économique. On a mis en place un modèle économique, on a réfléchi sur ce qu'il fallait, on a mis les moyens et c'est parti. La rampe a été lancée et c'est parti. Or, si vous regardez un peu chez nous spécifiquement, on vous dit qu'il y a un argent qu'il faut mettre à la disposition, la fédération va faire des répartitions. Non, je ne pense pas que les clubs aient besoin de cela. Vous savez, je vais vous faire une confidence. En 2006, j'ai un entretien avec un ex-président de l'Africa Foot, M. Iya Mohamed Amaroua. Et je lui dis que ce qui est en train de se faire va déteindre sur le football camerounais, même si ça prendra 30 ans. On est en 2006. Parce que je me rends compte en 2006 qu'on est en train d'ouvrir un couloir dangereux pour le football camerounais et le football africain, celui des clubs, celui des promoteurs de clubs, celui des clubs unipersonnels. Le modèle africain difficilement peut tenir sur les clubs unipersonnels. Le modèle africain est un modèle associatif. Autant dans notre politique, autant dans notre système familial que dans la vie et dans le sport. Parce que s'il y a une dimension unipersonnelle, ça dure le temps de la richesse du bonhomme. Tout à fait. Or, nous rentrons dans cette dimension pendant qu'en Europe, ils avaient déjà une réflexion sur le fait de revoir comment asseoir les clubs sur les mairies et sur les supporters. C'est pour ça que vous avez des clubs qui portent les noms des villes, des quartiers. Qui revendiquent des stades comme un patrimoine. Parce que justement, pour régler le problème, pour permettre aux clubs de survivre, de vivre, il faut mettre en place un modèle inclusif. Il faut mettre en place un système participatif. Le supporter, le fan, c'est qu'il participe au salaire du joueur, au bonheur du joueur, à son propre bonheur à lui. En allant acheter des produits dérivés, en payant sa carte, en payant... Donc, pendant qu'eux, ils mettent ce système de socios en place, nous, ici, ce qu'on voulait faire, c'était qu'il fallait ériger certains clubs en Algérie et casser d'autres clubs qui étaient, eux, les clubs sur lesquels il fallait plutôt adosser le football camerounais. Regardez ce qui se fait aujourd'hui dans notre football. Ben, vous avez la perdition des Tonnerres, vous avez à la limite la disparition des clubs comme Oryx, Koyi de Marois, Étoile Filante. Vous avez des clubs comme Fédéral de Football qui ont des difficultés. On a Aigle de Konsamba qui essaie de revenir. Oui. Léopard qui se bat comme il peut. Caïman de Douala qui est en difficulté. Diep Dinkam qui est à la limite de la disparition. Vous avez Diamant de Yaoundé qui n'existe pratiquement plus. Dragon de Douala dont on ne parle plus. Dragon de Yaoundé qui se bat comme un beau diable. Le Canon qui est dans la résistance. Union de Douala qui essaye tout ce qu'il peut comme un beau diable et tout. Vous avez Coton qui est érigé, qui souffre le plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il se rend compte qu'il aurait dû avoir des maillons forts et ça lui aurait permis d'être un peu plus fort sur le plan continental. Si vous prenez l'exemple de 2 salles de classe, dans la salle B où vous retrouvez le Coton Sport qui est l'élément Cameroun, c'est un élève fort, mais dès que vous l'amenez dans la salle A qui est l'élément continent, c'est un élève ultra faible. Et pourquoi? Au-delà de quelques failles que demande son administration aujourd'hui, ou bien des choix, je préfère dire des choix de l'administration de Coton aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'il lâche un peu trop vite
des garçons sur lesquels ils pouvaient s'asseoir. Mais il y a le niveau global de notre football qui n'aide pas le Coton Sport. Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, à partir de ce moment, si on ne rentre pas dans des réflexions profondes, on ne s'en sort pas. Et on se rend bien compte que la discussion que j'avais avec le président hier en 2006 m'a donné raison aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rentrer dans la promotion des clubs unipersonnels dans un pays comme le Cameroun, casser les clubs mythiques et penser que le football camerounais pouvait se développer là-dessus. Pire encore quand après vous, les uns et les autres pensent que il faut financer le professionnel. Comment vous faites ça? Ailleurs et dans la logique, le professionnel engrange beaucoup de moyens en termes de droits TV, en termes d'annonceurs, et reverse une part pour le développement du football à la base, parce que c'est là où il ira chercher simplement la pépite. C'est là où il ira chercher les éléments. Alors, nous sommes totalement à l'envers. Et nous ne voulons pas prendre le temps de nous arrêter un moment et de nous rendre compte de ce que nous sommes à l'envers. Et nous ne voulons pas prendre ce temps. Pourquoi? Parce qu'il profite à des individus, ce fonctionnement. Tant qu'on est à l'envers, il y a des gens qui continuent de vous dire au quartier, mais l'enfant, il doit partir, vous voulez qu'il se nourrisse de quoi? Et vous avez des footballeurs camerounais que vous retrouvez au Népal, en Cochinchine, au Bangladesh, en Ouzbékistan. Il y a l'ancien buteur de coton qui aujourd'hui est en Irak et tout cela. Vous avez des Camerounais aujourd'hui qui se plaisent à aller au Soudan parce qu'ils vont toucher $1000 ou $2000. Il y a des Camerounais qui sont même renvoyés de la Tanzanie et autres. Ça pose un problème. Et quand on n'arrive pas à s'interroger de tout cela, mais qu'on soit là à commenter dans des bars des résolutions ou encore des propositions de la FIFA, mais il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Nous ne nous interrogeons même pas déjà de notre fonctionnement, que nous allons voir des failles dans ce que les autres ont fait et qui doit nous profiter. Et même quand ça nous profite, on fait une redistribution au niveau des individus. Vous voyez un peu, regardez aujourd'hui, ça fait 2 saisons, on n'a même pas le démarrage du championnat départemental. Il y a des gens qui payent des licences, des jeunes jouent des matchs amicaux et tout, mais ils ne jouent pas de matchs officiels. Voilà les vrais problèmes de notre football. Vous n'avez pas de championnat jeune. Pourtant, il y a quoi? On compte plus de 3000 académies au Cameroun. Comment on fait pour ne pas avoir de championnat jeune? On a dit pour être une équipe éligible en Ligue 1, Ligue 2, il faut avoir des catégories intermédiaires. En Ligue 1, Ligue 2 du Cameroun, combien de clubs ont des catégories intermédiaires? Donc, on ne peut pas penser qu'on soit professionnel si on n'est même pas dans les minima. Aujourd'hui, au Cameroun, on n'a même pas encore emprunté la voie de la professionnalisation de notre football. Ce que les autres ont fait depuis. Mais nous, on n'est même pas dans la professionnalisation de notre football, puisque nous sommes encore dans des discussions puériles. Vous avez encore des présidents de clubs qui vont dans des médias se plaindre de ce qu'on leur doit de l'argent, qui se plaignent des financements, des problèmes de financement. Un cap que les autres ont passé il y a 10, 12, 15 ans. Nous en sommes encore là. Il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Nous ne nous posons pas de bonnes questions. Pourquoi nous ne demandons pas comment les autres faisaient dans les années 70-80 pour qu'on ait des recettes de stade de 64-80 millions de francs? Et qu'aujourd'hui, nous nous gargarisons des recettes de stade d'1 million, de 2 millions. C'est souvent le top. Les meilleures recettes. Mais interrogeons-nous. Dieu merci, il y a des compétitions comme le CHAN qui sont le curseur et l'élément qui vous disent exactement à quel niveau vous vous trouvez. C'est ça aujourd'hui. Quand vous avez un pays comme la RCA qui s'en va éliminer le Cameroun à U20 en qualification de la CAN, et qu'il n'y a pas de championnat à RCA. Même pas de championnat A. Il n'y a pas de championnat. Des gens échangent entre quartiers et on fait un type de... Il n'y a pas de championnat. Mais que ce pays élimine le Cameroun. Cameroun qui avait pour capitaine un joueur de Coton Sport et dont les 11 entrants étaient des joueurs de Ligue 1. Et qu'on soit éliminé par la RCA,
et qu'après ça, on ne se pose pas de questions. Bon, peut-être le docteur Bekombo et moi, c'est nous qui sommes les problèmes. Peut-être c'est nous qui ne comprenons pas ce qu'il faut faire dans le football. Ben, alors, nous attendons que demain ou après-demain, on nous fasse savoir comment est-ce qu'on pense que le football camerounais peut sortir de son ornière. Mais là, on est assez mal embarqué. Je vois le président de la fédération qui essaye. Maintenant, il faut avoir des personnes qui aident à aller vers ce à quoi on rêve. Mais sauf que il ne faut pas aller dans la précipitation. Il faut pouvoir se mettre des jalons et se donner des objectifs. On ne peut pas vouloir régler les problèmes de notre football aujourd'hui et être dans un objectif général. On ne peut pas être dans le tout. Non. Dans l'urgent. On ne peut pas être dans le tout. Il faut se donner un objectif sérieux et aller vers cet objectif-là une année après l'autre. Mais tel que nous sommes allés, nous sommes dans le tout. Aujourd'hui, il faut à tout prix se qualifier pour la CAN des U23 où on devra aller chercher la qualification au JO. Donc, on est dans l'urgence, on a convoqué 17 professionnels, voilà, il faut à tout prix se qualifier. Demain, ce sera, il faut à tout prix faire partie des 4 à la CAN U17 parce que ça nous qualifiera pour la Coupe du Monde. Et toutefois qu'on est dans l'urgence, on rentre dans la panique. On rentre dans la panique, on ne se prépare pas. Donc, il faut qu'on fasse attention. Docteur Claude Bekombo, je pense que vous avez suffisamment dit sur la réforme. Sur la réforme annoncée par le congrès, le 73e congrès de la FIFA, mais davantage sur la nécessité d'une réforme interne même de notre football. Je pense que ceux qui nous regardent savent ce que vous avez dit et peuvent s'arrêter, s'interroger pour que chacun sorte de l'urgence. Pas seulement de l'urgence des compétitions, mais aussi de l'urgence des prises de parole. Comme a dit Emmanuel sur les réseaux sociaux, il dit des choses sans réfléchir suffisamment. Ça se voit en politique, on a vu la dernière sortie de la Cour suprême. Voilà, on parle rapidement, on dit ce qu'on veut, on dit rapidement. Je voulais qu'on sorte un peu de la réforme, on en a suffisamment parlé à mon avis, avec le temps qui nous reste. Parlons de l'élection du président de la FIFA. Est-ce que c'est l'homme providentiel, finalement? Je crois que l'élection, il n'y avait pas de candidat. Oui. Il n'y avait pas de candidat et je pense que son bilan financier parle surtout pour lui. Je crois que c'est, je l'indiquais au départ, il a réussi en arrivant à imprimer une marque. La marque, c'est que le membership est equal, donc equal membership, c'est-à-dire que on est membre au même niveau. Il n'y a pas un membre qui est supérieur à l'autre. Donc il a augmenté. Il n'y a pas de droit de veto. Non, il n'y a pas de droit de veto à la FIFA. Tout membre du congrès est égal à l'autre. Il faut aller chercher, que ce soit les îles Vanuatu, que ce soit le Qatar, que ce soit n'importe quelle fédération ou la fédération de Lesotho. Il faut aller chercher les voies, il faut aller chercher les voies. Et sa stratégie, effectivement, c'est d'augmenter les subventions en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup plus de compétition, en renégociant certains contrats ou encore ouverts, parce qu'il y avait des contrats qu'il a trouvés qui étaient déjà négociés, mais ceux qui étaient en cours de négociation, il les a négociés au mieux des intérêts de la FIFA. Il a un bilan financier qui fait qu'il a 18% des revenus qui ont été augmentés entre la période 2019 et 2022, et il a 45% des réserves de la FIFA. Donc il a augmenté les réserves de la FIFA en multipliant la politique des compétitions. Et vous vous souvenez qu'il y a eu, pendant son mandat, la question de la Super League européenne qu'il a réglée avec beaucoup de diplomatie pour faire en sorte que la FIFA maintienne son hégémonie au niveau de cette géopolitique du football mondial. Alors, c'est ça la marque du président Infantino, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux, il y aura autant de compétitions que possible, autant d'argent qu'on va se repartir de manière égale. Donc, ce n'est pas parce que en dehors des gains de champions ou des gains de participation aux différents niveaux des compétitions, les subventions, les programmes ont aussi vu une augmentation des cagnottes. Autant FIFA 2.0 que les projets FIFA Gold ou FIFA Develop ont eu des augmentations substantielles par pays. Ce sont des programmes où les pays sont éligibles. Il faut
préparer les dossiers, envoyer les dossiers pour être éligible pour la construction d'un centre technique, pour pour le développement du football, la formation des entraîneurs et ainsi de suite et tout. Donc il y a eu pendant sa période une augmentation substantielle qui est due effectivement au travail qu'il fait sur les compétitions. Et bien entendu, on a vu que pendant son premier mandat, puisqu'il est élu jusqu'en 2000, pendant son premier mandat, on a vu effectivement qu'il y a eu un regard spécifique sur l'Afrique. Et je pense qu'Emmanuel Bankolo le précisait tout à l'heure. Il a un rapport assez étroit avec l'Afrique au point où c'est sous son mandat que nous avons vu que la CAF a fait sa mue avec tout ce qui s'est passé, le départ d'Ahmad Ahmad, la mise sous administration par la secrétaire générale de la FIFA et maintenant l'élection de Motsepe. Nous avons bien vu qu'il y a une patte effectivement de l'élection de Motsepe après les conciliabules et la mainmise de la FIFA. Nous avons donc vu qu'il y a une mainmise de Gianni Infantino sur la CAF. Il est très regardant sur ce qui se passe à la CAF parce que il est plus que les autres présidents de la FIFA, il faut le dire de manière claire, très proche de quasiment tous les présidents des fédérations nationales de la CAF et proche aussi du président de la CAF parce qu'il sait très bien que c'est 54 membres au Congrès. Et effectivement, après cela, il n'a plus à subir le diktat. Et je pense que l'analyse de mon ami Emmanuel Bankolo était précise. Vous voyez que c'est fait pour affaiblir le pouvoir de l'UEFA, qui, se sentant trop puissante, a voulu créer une ligue qui est carrément une autre Coupe du Monde, une ligue des clubs, qui était carrément une autre Coupe du Monde, avec des prévisions de rentrée d'argent qui devaient faire concurrence à la FIFA. Donc ce dossier a été géré de main de maître par Gianni Infantino et l'élection à l'unanimité quasiment n'est pas surprenante. Donc il a son bilan financier et l'élection ne pouvait pas faire sortir un candidat opposant puisqu'il n'y a pas de zone de la FIFA où il y a effectivement une contestation possible. Depuis qu'il est là, tous les revenus des fédérations ont augmenté. Et on espère, avec ce que Emmanuel a dit, que les fédérations vont effectivement souscrire à ces projets et permettre que le football se développe dans les différents pays. Emmanuel, il y en a qui considèrent que c'est un diktat que d'être seul candidat à une élection. Je ne pense pas, je ne vois pas où est le diktat, puisque les candidatures étaient ouvertes et que personne n'a pensé à aller challenger Gianni parce que convaincu du bilan autant sur le plan sportif que sur le plan financier d'Infantino. Vous savez, quand il arrive, il y a des réformes dont on ne parle pas beaucoup. Et la réforme me revient à l'esprit parce que le docteur de Combo a bien fait de parler du fait de ce qu'aujourd'hui, c'est membre égal à un autre membre. Vous savez, à l'époque, un match amical de l'équipe de France, même si la France jouait la Chine et que le Cameroun jouait l'Argentine, ce n'était pas le même nombre de points par rapport à la FIFA. Parce qu'on considérait l'indice de la France. Alors, Gianni Infantino, quand il arrive, justement, il est déjà dans la logique de ce qu'une nation est égale à l'autre. Et il met en place un groupe de travail tenu par Jérémy Jetta, qui parvient à convaincre les uns et les autres de ce qu'un match amical doit être égal à l'autre. Donc aujourd'hui, la France joue l'Allemagne en amical, le Tchad joue le Bénin. Monsieur, vous avez le même nombre de points. Au niveau de l'indice. Ce qui n'était pas pensable il y a encore 10-12 ans. Donc, c'était déjà d'abord pour donner le signe, pour indiquer quel de bataille. Et c'est que à partir de ce moment, l'Afrique devait comprendre. C'est pour cela qu'il fallait se battre au départ d'Ahmad, qui n'avait pas compris. Et posez-vous la question, pourquoi Gianni Infantino entre dans une médiation au travers des chefs d'État pour convaincre les uns et les autres de ce qu'il n'a même pas besoin d'aller challenger Motsepe. Il a besoin plutôt d'aller exploiter non seulement son carnet d'adresses, mais le manager qu'il est.
il est intéressant d'avoir à la tête de la confédération quelqu'un qui ne va pas être regardant sur les caisses, mais qui va plutôt s'assurer de ce que s'il a trouvé 100 francs, qu'on passe de 100 francs à 1 million. Et c'est pour cela que vous avez vu le président Macky Sall rentrer dans la médiation, beaucoup de chefs d'État rentrer dans la médiation, parce qu'il fallait convaincre les uns les autres de ce que des caisses qui ont été siphonnées à un peu plus de 60% après 2 ans d'administration d'Amad, il fallait pouvoir rééquilibrer les caisses et passer même à un bénéfice. Et seul un homme d'affaires, féru des affaires, seul quelqu'un qui ne pouvait pas être regardant ou encore être envieux de ce qui rentre dans les caisses, était besoin d'être à la tête de la Confédération. Et on a vu directement ce qui s'est passé avec l'arrivée de Motsepe. On a vu justement la Confédération être aguerrie sur le plan financier et autres. Donc, à un moment, des gens ont accusé le fait de ce qu'on avait vu arriver à la CAF des employés de la FIFA qui étaient reversés. Non. Je disais aux gens, comment vous vous offusquez de cela? Il faut aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation tellement grave qu'il faut des spécialistes et de la finance et des réformes qui viennent simplement rééquilibrer et nous permettre de repartir dans des délais très courts et de manière efficiente. Et on a vu aujourd'hui... Alors, comment penser qu'on ne pourrait pas avoir Mosengo qui, précédemment, a été celui en charge des fédérations africaines à la FIFA. Donc, la meilleure des choses, c'était que ce soit lui qui soit le secrétaire général, parce qu'il était au courant de tous les problèmes au niveau de ces fédérations-là, sachant exactement ce dont a besoin chacune de ces fédérations pour pouvoir s'émouvoir, pour pouvoir être opérationnel. Et l'opérationnalité de la confédération dépendait justement, ou alors dépend de l'opérationnalité de chacune de ces fédérations membres. Donc, si on n'a pas ce type de lecture, peut-être c'est moi qui ne comprends pas, mais je crois que on va dans le mauvais vent, on va dans le mauvais sens du vent. Donc, il était besoin justement d'avoir ce type de management-là et ce type de manager. C'est comme là, les uns et les autres ont compris qu'il est besoin d'avoir Gianni à la tête de la FIFA pour qu'il continue dans l'implémentation et dans la mise en place de ces projets qui ont convaincu en amont et qui permettent aujourd'hui, il y a Coton qui va participer à une compétition où ils vont engranger un peu plus du milliard de francs CFA. C'est une réflexion FIFA-CAF. Parce que Motsepe est arrivé, il a vu que les pays en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, souffraient de la modicité des fonds. Il s'est rendu compte qu'en Afrique subsaharienne, il n'était pas 3 voire 4 clubs à pouvoir rivaliser avec ceux de l'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était de créer une compétition et de créer des moyens qui vont permettre aux pays d'Afrique subsaharienne de pouvoir engranger quelques fonds et dans une collaboration sud-sud de pouvoir aller chercher les meilleurs ailleurs et d'avoir donc des équipes on ne peut plus compétitives sur le plan continental. Parce que justement, on était dans une domination totale des compétitions africaines des clubs du Grand Nord. Ce qui fait que ça passait le temps à renflouer leurs caisses. Mais si on ne pousse pas la réflexion jusque-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il faut qu'on comprenne. Et c'est pour cela que je dis, moi, au lieu de rester dans l'histoire où lorsque quelqu'un a pris 4-5 bières, il commence à vous parler de diktat ou bien il vous parle des éléments, il faut plutôt aller chercher où est-ce que nous pouvons aller tirer notre intérêt dans ce qui est en train de se faire, la capitalisation des réformes de ce qui se fait pour pouvoir permettre à nos jeunes d'être un peu plus épanouis encore. Tout à l'heure, je vous parlais du cas du Cameroun où on n'est même pas dans la professionnalisation de notre football. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, les jeunes restent encore simplement des amoureux de football et des pratiquants de la discipline. Ce ne sont pas des professionnels. Ils pratiquent le football.
Ils ne sont pas des professionnels. Quel est le jeune au Cameroun que vous avez qui peut subvenir aux besoins de sa famille parce qu'il est footballeur au Cameroun? Non. Au contraire, les familles continuent de soutenir leurs enfants, ce qui est quand même assez grave. Et c'est pour cela, moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait être lucide et se dire qu'il faut repartir et qu'on ait un Cameroun qui aille vers la professionnalisation de son football. Moi, c'est un couloir que j'ai toujours proposé à la Fédération camerounaise de football. C'est pas seulement d'aujourd'hui, ça fait pratiquement 7 ans qu'aujourd'hui, on doit aller vers la professionnalisation du football. Et il faut mettre en place une entité de techniciens, de personnes qui ont le rudiment nécessaire pour penser les canons de la professionnalisation de notre football et pouvoir gérer cela 2-3 ans. Et revenir justement à ce que le docteur Diaby a proposé, cette relation, cette corrélation État-fédération qui décide de mettre en place ce comité, cette commission, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais qui va justement amener notre football à sa professionnalisation. Dans ce processus-là, vous aurez donc des annonceurs qui vont être regardants, qui vont attendre qu'on atteigne le point de la professionnalisation. Et à partir de ce moment, parce qu'il y aura la qualité en termes de spectacle, vous pouvez discuter donc d'égal à égal avec un annonceur et vous pouvez lui imposer un certain montant et un certain seuil. Mais si vous n'y êtes pas, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des personnes aujourd'hui dont des clubs font la publicité pour 800 000 francs CFA, pour 2 millions de francs CFA. 2 millions de déplacement d'un club, c'est terminé. Donc le joueur ne peut même pas bénéficier de ce que l'annonceur a reversé. Donc il y a un travail à mener, mais ce travail-là ne peut pas être mené par des personnes qui viennent de tout horizon. Ce travail doit pouvoir être mené par des personnes qui savent où elles vont et de quoi elles parlent. Vous savez, est-ce que vous pensez que celui qui avait écrit le premier livre, lui, il était allé à une école du livre? C'est sûr que non. Et quand vous vous rendez compte que celui qui a créé le journalisme n'était pas journaliste, il faut s'interroger. Oui. La preuve, qui crée la FIFA, un journaliste n'a jamais été footballeur. Donc il faut arrêter avec l'idée de penser que celui qui peut penser le football doit être quelqu'un qui a joué au football. Quand on devient président de la République pour la première fois, on n'a jamais été président de la République. Voilà, mais on est président de la République. Claude, est-ce qu'il n'est pas temps que de vraies réflexions se fassent sur le football? Est-ce qu'il n'est pas temps que des colloques s'organisent? Parce qu'après, un domaine comme celui du sport, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont parlées, mais très peu de choses écrites. Peut-être qu'il y a des rapports, mais maintenant il faudrait que des rapports soient suffisamment structurés pour être... Et peut-être le problème des rapports aussi, c'est que les rapports sont sur des urgences, comme disait Emmanuel tout à l'heure, sur des urgences, sur des choses ponctuelles. Est-ce qu'il n'est pas temps que des laboratoires, que le CERSA se mette en place une grosse réflexion pour faire des propositions sur le football camerounais, par exemple, et africain sur 50 ans? Votre constat c'est d'une pertinence implacable. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous en sortir dans un système où il y a, dans un système d'impensé. C'est impossible, puisque je vous ai expliqué que la communauté sportive et le système sportif mondial est un système qui est réticulaire. Ce n'est pas un système qui est, ouvert, mais il est réticulaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de choses qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir. La question du professionnalisme et de la réflexion sur le professionnalisme, la réflexion sur le sport en général, au niveau de l'Afrique, et si vous voulez pas le Cameroun en particulier, est butée sur 2 points. Le premier point, c'est que quand vous engagez un travail sur le sport et que vous vous adressez soit aux institutions étatiques en charge de cette question, ou alors aux fédérations, très souvent, ils vous prennent
dans la logique de la demande de financement. Et même les outils heuristiques, c'est-à-dire que les données d'analyse dont vous avez besoin, vous ne les avez pas. C'est-à-dire que vous adressez en tant que CERDEP, CERSA ou alors l'Africa à une fédération pour dire voilà, nous voulons mener tel type d'études et que votre financement soit international ou que ce soit sur fonds propres. Vous demandez, voilà, je vais avoir accès aux équipes pour peut-être passer un questionnaire. En général, vous n'avez pas de réponse. Même de réponse négative pour vous dire que ce n'est pas possible de le faire. Vous n'avez aucune réponse. Donc il y a une culture un peu distante des questions de recherche autonome. Mais quand c'est une réflexion qui est initiée, donc la réflexion initiée par des cercles de recherche vis-à-vis des organisations sportives n'est pas bienvenue. Quand c'est une recherche qui est initiée par des organisations sportives comme les fédérations ou alors le ministère des Sports dans les différents pays, vous allez être associé plus facilement, mais vous allez être associé, vous n'allez pas être écouté puisque il y a cette réflexion, est une réflexion commandée, il y a un besoin spécifique de dire un certain nombre de choses à un moment donné. Ce qui fait qu'on est donc à fond dans les résultats possibles. La pertinence des résultats, ce n'est pas de la recherche scientifique qu'on fait. C'est-à-dire que s'il y a une fédération ou un État qui initie une conférence, une réflexion sur le sport, c'est parce qu'il y a une question spécifique dont elle voudrait qu'on débatte et dont elle a aussi l'attitude de pouvoir retenir, elle a aussi le choix de la rétention des recommandations à mettre en place. Or, les bonnes analyses sont des analyses qui sont autonomes, qui sont autofinancées, mais elles butent au système fermé qui ne permet pas que les chercheurs aient accès aux données analytiques. Et c'est cela le gros problème. Ce n'est pas parce que les centres de recherche ou alors les institutions ne font pas cela, ne font pas cette démarche. C'est cette question qu'on doit pouvoir adresser. Il y a une méfiance, une défiance de vous adressez même une demande de colloque. Alors quand c'est alors une demande de financement, là c'est le blackout total. Vous n'allez pas pouvoir, si aujourd'hui nous montons une demande de colloque pour adresser à une fédération ou à un ministère pour des financements, pour que ce soit soutenu, c'est quasiment impossible. Ce qui est criard, c'est effectivement, même quand c'est une demande de données, d'accès aux données, et c'est cette voie-là qu'il faut ouvrir. La vraie question, c'est est-ce que les données existent? Alors, laissez au moins l'occasion aux chercheurs de venir constater que les données n'existent pas. On ne peut pas répondre à cette... pour avoir des données. Et de produire un questionnaire, on ne peut même pas savoir ce qui se passe. Voilà, je fais un travail modestement sur la santé mentale des footballeuses en Afrique subsaharienne. J'ai adressé des questionnaires, ça fait déjà 1 mois et demi que je suis en train d'attendre pour une réflexion qui doit être rendue dans 3-4 semaines. Vous comprenez très bien que je serai obligé de faire la recherche en passant outre certains protocoles de recherche prévus. Les idées ne manquent pas. Nonobstant toutes ces difficultés, il y a des travaux. Les idées ne manquent pas. Je voudrais demander à tout le monde de regarder l'Écosse. Le championnat, comme tout le monde est focalisé sur le football, le championnat de football écossais de première division se discute à 10 clubs. Les clubs jouent 3 fois ou 4 fois l'un contre l'autre. C'est en Écosse, qui a un niveau de développement supérieur à certains pays, le championnat de football professionnel de première division se joue à 10 clubs. C'est un modèle qui parle à d'autres modèles. Vous n'êtes pas obligé de maintenir 18 clubs ou 20 clubs qui ne sont pas viables. Rien n'empêche à un pays de faire la politique de ses moyens. On peut imaginer, tout dépend, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'objectif recherché. Est-ce que c'est la compétitivité? Est-ce que c'est le fait que les équipes veulent être dans un monde professionnel et adresser la compétition professionnelle? On n'a pas besoin d'avoir 20 clubs ou 10 clubs pour un championnat professionnel. On peut avoir 5-6 clubs adossés à un système économique viable ou un système économique étatique, comme c'est le cas dans des pays arabes, les pays du Golfe Persique. On peut avoir 5, 6, 10 clubs qui jouent 4 fois les uns contre les autres. Je pense que le championnat NBA est un championnat, je reviens encore à celui-là. Il y a 27 clubs, mais les équipes jouent 82 matchs. Donc, se joue 4 ou 5 fois. Mais c'est des matchs à haute intensité.
quand il y a moins de clubs, on fait aussi une sélection rigoureuse. C'est-à-dire que chaque décision, et c'est la raison pour laquelle on va revenir sur votre souci de la réflexion. La réflexion, comme la FIFA l'a menée, Emmanuel l'a très bien démontré, que derrière toute réflexion, derrière tout choix, il y a une stratégie. Il y a une stratégie de bonification. Il n'y a rien, et ça je reviens sur le Cameroun, il n'y a rien qui impose que le championnat professionnel camerounais soit joué de football ou de toute autre discipline, soit joué à 20, 25 clubs. Non. On peut être à 5, 6 clubs et imaginer une ingénierie de compétitivité qui fait en sorte que, même si c'est 5, 6 clubs, on peut avoir 30 journées. Si on veut que les joueurs jouent, les équipes jouent 7 fois les uns contre les autres, c'est possible. Le problème, c'est qu'il faut s'asseoir et avoir le courage d'avoir la réflexion, d'adosser à ces choix un modèle économique. Parce qu'il y a des modèles. On ne crée rien, c'est écrit dans les livres. Il y a des modèles qui s'adossent sur les sociétés. Dans certains pays que nous apprécions, c'est cela. L'équipe est adossée à une société. Le manager de la société manage aussi l'équipe comme un élément de la société. Il y a des modèles où, effectivement, les équipes sont des sociétés à responsabilité limitée, donc ces équipes-là sont traitées par le contribuable, sont traitées par l'État comme des sociétés. Donc, il y a un contrôle qui est fait au niveau de ces sociétés-là. Il y a des entreprises, il y a des clubs qui sont cotés en bourse, il faut le dire. Voilà. Donc, il y a des systèmes. Il y a des systèmes. On ne doit pas, pour ma part, j'estime qu'au niveau de nos pays, il y a encore beaucoup d'atavisme socio-culturel qui font que on reste dans un système. Non, je pense qu'Emmanuel a donné le nom de certains clubs, des clubs mythiques. Oui, il y a ces clubs mythiques, mais est-ce que ces clubs mythiques-là rentrent dans la logique stratégique de la compétitivité moderne et post-moderne même? C'est des réflexions qu'on doit faire, mais ce sont des réflexions qui la nécessité de ces réflexions-là, doivent être ressenties par ceux qui sont à la charge, par ceux qui estiment que voilà, il n'y a pas de résultats. Mais si eux, ils estiment que tout va bien, ils estiment peut-être que les analystes en font un peu trop, ou que les analystes sont juste critiques pour la critique, on va toujours se retrouver avec un éternel problème à régler. On va sortir par là, Emmanuel. Est-ce que le monde du sport a peur de la réflexion? Ailleurs, non. En Afrique, peut-être, mais ailleurs, non. La preuve, c'est que ce qui nous réunit ici, là, c'est le 73e congrès de la FIFA. Et que les autres, ils réfléchissent. Nous, on veut passer le temps à applaudir et à penser que lorsque un pays africain fait un match nul en Coupe du Monde, ben, les gens descendent dans la rue et dansent toute la nuit. C'est ça, sauf qu'ailleurs, les gens réfléchissent. Les gens n'ont pas peur d'attaquer des réformes. Les uns et les autres n'ont pas peur. Parce qu'ils sont partis de la phase ludique de la discipline à la phase industrielle. Mais nous sommes restés dans la partie ludique de la discipline et à nous complaire de quelques petits brisbilles et tout. Ailleurs, les autres n'ont pas peur et prennent le courage de réfléchir et d'apporter justement des réformes. Vous avez vu des réformes dans l'arbitrage. Aujourd'hui, on a la vidéo-assistance. C'est le fruit d'une réforme. On n'aurait pas pensé à cela. Mais comment nous sommes arrivés à la vidéo-assistance? Nous sommes d'abord passés par les arbitres de surface. Vous vous rappelez? Nous sommes passés par les arbitres de surface. Avant les arbitres de surface, on a fait le test avec ce qu'on appelait le but en or. D'accord? Oui. Mais regardez par quoi nous sommes passés et aujourd'hui, nous arrivons au niveau de la VAR. Maintenant, au niveau de l'UEFA, ben, il y a eu un essai de réforme même au niveau de la VAR. Les gens n'en ont pas trop parlé, mais à la FIFA, ils ont dit stop. Parce que pour les matchs de la Champions League, l'UEFA avait souhaité que la VAR soit logée à Lausanne. C'est-à-dire que vous jouez n'importe où et les arbitres depuis Lausanne sont en connexion avec les arbitres sur le terrain. Mais pourquoi on arrive à la VAR? Parce qu'on estime que les arbitres centraux prennent des coups. Vous avez des gens qui boxent des arbitres. On se rappelle qu'après la Coupe du Monde 2010, un arbitre s'est fait assassiner à la sortie d'un restaurant par un fan, je crois, du Mexique. Un arbitre s'est fait assassiner. Donc, comment penser protéger les arbitres? Aujourd'hui, vous avez vu que facilement,
de plus en plus de gens vous disent bon, c'est une décision de la VAR et on ne peut pas revenir dessus. Donc ailleurs, on réfléchit. Quand Infantino vous parle un peu, vous parle de il faut penser à la santé de l'athlète. On a réfléchi. Quel est le coût porté? On se rend bien compte qu'au niveau des championnats qui rapportent de l'argent, les athlètes revenus de Coupe du Monde sont moins frais, moins fringants qu'avant la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ça a porté un coup au niveau du physique, au niveau du rendement, réflexion. Mais nous ici, dès que vous venez avec des réflexions, on vous met du coup dans le camp d'un ennemi ou d'un aigri ou de quelqu'un qui n'aime pas un tel ou un tel autre. On refuse la réflexion. On refuse la proposition. Alors, moi j'ai été amusé quand j'ai justement entendu des gens dire et parler de diktat. Mais c'est ici, c'est chez nous en Afrique qu'il y a le diktat. C'est chez nous qu'on veut imposer. Les autres font des propositions et à la grande majorité, on se rend compte qu'ils ont raison et on adopte. Nous, on impose. Ici, chez nous, c'est soit tu penses comme moi, soit tu es mon ennemi. Et on ne peut pas avancer comme cela. Quelques pays qui ont compris qu'il faut s'ouvrir à la réflexion, mais les résultats se voient aujourd'hui. Le Maroc, le Sénégal. Il y a un autre pays dont les résultats vont se voir bientôt parce qu'ils ont pris le temps de rentrer dans la réflexion, c'est l'Afrique du Sud. Beaucoup ne sont pas au courant, mais en Afrique du Sud aujourd'hui, si vous prenez les primes, en dame comme en monsieur, et pour toutes les disciplines, les primes sont les mêmes. On a créé un nivellement, les primes sont les mêmes, parce qu'on estime que vous défendez tous la nation. Pour prendre ne serait-ce que cet élément-là. Donc il y a beaucoup de pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des grosses réflexions qui sont menées. À un moment, la Côte d'Ivoire s'était érigée comme locomotive du football africain parce qu'elle était le patron du football jeune et conséquemment à cela, il y avait un type de résultat au niveau de la représentativité ivoirienne sur le plan international. Vous rappelez que, quels que soient les cas, quand vous voyez un match de Champions League, il y avait un footballeur ivoirien dans les meilleurs clubs. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, on est dans la disparité parce que la Côte d'Ivoire a gardé longtemps une génération en sélection A, monsieur, a fait de la sélection A, monsieur, l'égérie du football ivoirien. Et après, cette sélection est devenue l'arbre qui a caché la forêt. Aujourd'hui, le football ivoirien est dans tous les problèmes et ça va être compliqué. Le Sénégal a compris, le Maroc, ils ont compris. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont en train de dominer le football continental. Mais pour le Maroc, c'est beaucoup plus compliqué parce que en moins de 3 ans, ils sont revenus au niveau en football féminin des pays comme le Cameroun et l'ont même traversé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un club marocain qui est champion d'Afrique en football féminin. Vous avez la sélection marocaine qui a fait finale tout dernièrement, le cap que le Cameroun n'a jamais atteint jusqu'ici. Donc, on a de très grosses réflexions à avoir chez nous. Aujourd'hui, vous avez le Cameroun qui n'arrive même plus à passer un certain cap en catégorie U17, U15, U20. Ça doit pouvoir nous interpeller. Donc, nous ne devons pas avoir peur de faire face à ceux qui sont nos problèmes. On en a énormément. Et le problème, c'est quoi? C'est si on interdit aux gens d'en parler, si nous-mêmes, nous ne prenons pas sur nous de faire le diagnostic, si nous-mêmes, nous ne nous comparons pas à un chirurgien et qu'on décide véritablement d'éventrer notre football et de ressortir les mots qui s'y retrouvent, nous n'allons pas avancer. Alors, si on veut continuer de rester dans la politique de cet enfant-là qui est blessé parce qu'il veut rentrer chez lui le soir, il prend la poussière, il pose dessus, ça fait une croûte et il croit qu'il a trompé les parents. Le lendemain, la blessure là. Ben, sauf qu'un mois après, il est surpris, on lui annonce qu'on doit l'amputer. On doit couper. D'autres clubs comme pour finir, une bibliothèque pour les sportifs. Je crois que c'est
c'est assez important ce que Emmanuel était en train d'évoquer tout à l'heure. Il faut qu'on n'ait pas peur d'avoir la réflexion, donc qu'on n'ait pas peur d'avoir des idées contradictoires. La contradiction démontre plutôt que nous tous on a intérêt à ce que ça marche. Je crois que la nomination de Joseph-Antoine Bell à l'ONIES démontre très bien que voilà quelqu'un qui a souvent eu une divergence de vue, alors une autre manière de penser, et qui n'a pas toujours été compris. Mais aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de voir qu'on peut associer ce type de profil au management. C'est-à-dire, quand vous dites, voilà, il faut faire telle chose, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, c'est pas parce que vous manquez d'intérêt ou parce que vous avez d'autres intérêts, c'est parce qu'effectivement, comme vous n'êtes donc pas dans l'administration, vous pouvez donc avoir le temps de réfléchir. Et c'est bien que ceux qui sont en train de gérer quotidiennement puissent prendre ce que vous apportez dans la balance. Comment est-ce qu'on considère les uns et les autres, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre? Moi, à mon sens, j'estime que c'est un perd-temps. C'est un perd-temps parce que dans toutes les sociétés, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des penseurs. Et il y a toujours eu, je pense que la science est permanente dans ces questions-là. Max Weber en parle, dans Le Savant et le Politique. Il y a toujours celui qui théorise, il y a toujours celui qui pense, il y a toujours celui qui fait. Et celui qui fait doit être attentif à ce que le penseur dit, parce que le penseur, lui, n'est pas dans l'action. Il analyse l'action, il analyse les risques de l'action, et il peut donc, de manière désintéressée, lui donner un avis neutre par rapport à ceux qui sont autour de celui qui agit et de celui qui décide au final. Je pense que c'est une histoire de l'humanité. Ce n'est pas avec le Cameroun ou avec un pays X ou alors une organisation X qu'on va réécrire l'histoire de la socio-anthropologie humaine. Ça a toujours été comme ça. Donc il faut, pour le cas du football, pour le cas de la FIFA ou du Cameroun éventuellement, dont on a beaucoup parlé à cette occasion, il faut effectivement que ceux qui décident prennent le temps de la réflexion, prennent le temps de la stratégie. On peut penser dans le cas camerounais, nous avons eu le forum sur le football, nous avons eu les états généraux. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre? Quelle est la stratégie qu'on met en œuvre? Quel est le programme qu'on met en œuvre? On suit quoi en ce moment? Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut vous le dire. Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut vous dire, voilà, là où on est en train d'aller, voilà la stratégie qu'on s'est donnée pour les 4 prochaines années, on s'y tient. Mais il faut qu'on en vienne à cela. Il faut qu'on en vienne à cela. Je pense que, pour parler du Cameroun, il a bien fonctionné sur les plans quinquennaux. Toutes les économies sont totalement d'accord. Donc, avoir une programmation, même dans le sport, même dans l'administration du sport, est toujours quelque chose de bien. C'est ce qui se passe à la FIFA avec Gianni Infantino, qui a effectivement déroulé son programme sur les 4 prochaines années. En tout cas, nous retenons des philosophes, notamment ça, que la vie est un projet. Et que si on ne remet pas en question les actions que nous posons aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'il y aura une continuité, un suivi dans les actions que nous aurons demain, les résultats que nous avons atteints. Et comme chacun de nous avons atteint des résultats, nous avons à nous arrêter un moment pour réfléchir, pour demander conseil, pour consulter les spécialistes et pour trouver des solutions dans les questions qui nous sont adressées. Merci infiniment, Emmanuel Bankolo. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'invitation. Merci beaucoup pour la riche réflexion que nous avons partagée, en espérant que ça serve aux téléspectateurs, mais davantage à ceux qui sont concernés. Merci, Dr. Claude. Merci. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.